Passion Nature avec la Fédération régionale des chasseurs des Hauts-de-France. Bonjour à tous, et pour ce Passion Nature, je vous accueille depuis l'Aisne, au Chemin des Dames très exactement, et nous allons nous pencher sur une chasse un peu particulière, la chasse à l'alouette. Nous verrons comment le miroir aux alouettes permet de les leurrer, nous verrons aussi comment la confrérie de l'alouette les assaisonne, et enfin comment les aménagements de la nature permettent à cet oiseau de se protéger. C'est parti! On profite de ce moment de la saison parce qu'il est très court et en plus il est très limité dans le temps de journée de chasse. Mais on y prend beaucoup de plaisir parce qu'on voit, vous verrez là il y avait déjà des vols de pigeons. Ce matin il y a une belle migration de pigeons. On voit beaucoup de choses en plaine et on n'a pas forcément un regard porté sur cette plaine à cette saison. Cet oiseau migrateur migre des pays du Nord vers les pays du nord de l'Afrique, donc nord de l'Europe vers nord de l'Afrique, du environ 10 octobre au 10 novembre. Vous avez 80% de la migration qui se fait sur 20% du temps. Donc dans ce mois de migration, il y a à peu près 2-3 jours où là il y a un très gros passage. 80% de la migration se fait à ce moment-là, donc il faut être attentif et puis être présent au bon moment si on a l'occasion. Moi j'utilise un miroir traditionnel avec un principe de toupie. En fait on tire la ficelle et le miroir se renroule automatiquement. Ça crée un mouvement irrégulier, donc on plante le pied dans le sol et vous avez ce mouvement irrégulier de toupie, la tête. Donc on appelle miroir puisqu'à l'origine il y avait des facettes lumineuses collées sur cette tête en bois. Alors, je tasse la terre parce qu'avec le mouvement de va-et-vient, au bout d'une heure ou deux, le miroir peut bouger. Je l'incline légèrement pour ne pas raccrocher ma ficelle, donc moi je vais être placé là-bas, donc il est orienté comme ça. Dans une zone à peu près dégagée, donc là on est dans un... Il y a un petit semis d'engrais vert, donc il faut qu'il soit quand même vu des alouettes. Et puis je me suis mis à proximité d'un semis de blé, parce que si jamais les alouettes tombent, je vais plutôt tirer vers la droite, parce que la migration se fait du nord vers le sud, mais elles viennent plutôt de la droite. Donc elles vont arriver là, j'aurai plus de facilité pour les retrouver dans le blé. Qu'est-ce qui fait que l'alouette est attirée par ce miroir ? Alors, on n'a pas de certitude. Peut-être quand vous voyez les fées là, qui tournent, soit elles pensent, on imagine un autre congénère, ou alors un petit rapace. Et elles viennent par curiosité. Vous faites partie de la confrérie de l'alouette, ça consiste en quoi ? Eh ben, c'est une confrérie de passionnés en fait, de cet oiseau, donc de sa chasse initialement, mais également de tout ce qui tourne autour de l'alouette, donc de ses traditions culinaires. On aura l'occasion d'en parler au déjeuner, les ouvrages, les peintures, l'art qui tourne autour de l'alouette. Ah, voilà, là il y en a une là. Là celle-là elle vient bien, voilà. Là on peut la tirer. Apporte. Apporte. Oui. Oui. C'est bien. Doucement, doucement. Ok, ok, ok. Voilà. C'est bien. Donne. C'est bien. Après, les garçons, on va mettre ça au four. Il vous en reste combien à faire?
Celle-là, Léandre? Frédéric, c'est avant tout une affaire de famille, en fait, la cuisson de l'alouette. L'après de l'alouette. L'avant, le pendant et l'après, oui, c'est une histoire de famille. Avant, on surveille la migration. Il y a plusieurs endroits en France où ça compte. On surveille le ciel. Quand les palombes arrivent, quand les grives arrivent, les alouettes arrivent aussi. Les garçons les surveillent aussi. Et là, on est sur la table, il y a plusieurs façons de faire l'alouette. Il y a plusieurs façons. Là, celle-ci, on les a prises entières. Donc, on les a plumées. Les garçons les ont plumées. Et on va les manger donc entières. Là, on les a bardées de lard. On appelle ça des alouettes en sarcophage. Elles sont dans une pomme de terre, dans une purée de pommes de terre. Et on va les repasser au four pour les réchauffer. C'est important de partager ça avec la famille? C'est important de partager ça, bien sûr. La chasse et la cuisson après, on leur montre que la chasse, c'est pas que prélever des animaux, c'est aussi les observer, y aller et ensuite les préparer et les déguster tous ensemble. Qu'est-ce que c'est le goût de l'alouette, si on devait le résumer? C'est un goût très très prononcé, c'est assez fort. C'est un petit oiseau mais qui a un goût très très prononcé et très particulier qu'on retrouve pas ailleurs, un peu dans la grive. Pourquoi vous aimez cet oiseau? Peut-être en dehors de son propre goût. C'est un oiseau méconnu. Moi, j'ai appris à le connaître quand j'avais leur âge et le mode de chasse m'a passionné. Il est assez ludique. Quand on est enfant, on s'y intéresse. Souvent, c'est en plaine, il fait beau, on voit beaucoup d'oiseaux parce que c'est la migration. Et j'ai été passionné par ça enfant et c'est resté. Et donc là, la suite, c'est quoi? La suite, on va mettre ça au four. Nicolas, il nous a fait une petite terrine d'alouette. Ah oui. On va déguster en entrée. Il manquera que le dessert. Ce ne sera pas de l'alouette. Allons-y alors. Et voilà, ça va dorer. Allez, à table. C'est votre père qui vous a appris aussi? C'est notre père qui nous a initié à ça. Enfin, initié, il a découvert cette chasse-là, il nous l'a fait découvrir et nous, on a vraiment été passionnés par ça. Vous avez accroché quoi? On a accroché tout de suite et on a continué. On s'est intéressé à la confrérie. On a été intronisés confrères tous les deux. Et on dit quoi, confrère de l'alouette? C'est ça. Vous êtes confrères. Allez, prenez place, c'est moi qui vais organiser les choses. De l'assiette au champ, nous sommes toujours dans l'Aisne et on va se faire expliquer comment agriculteurs et chasseurs travaillent ensemble pour proposer au gibier à la fois le gîte et le couvert. Et pour rentrer dans le détail, eh bien, on va rejoindre tout de suite Nelly au milieu de ce champ dont vous allez un peu nous faire la lecture. Nelly, ce que je remarque ici tout de suite, c'est qu'il y a un grand champ avec des herbes et des cultures, et puis là, il y a une coupure, et cette coupure est très importante. On a différents types d'aménagements qui existent. On a ces bandes intercalaires, comme vous pouvez le voir, qui sont placées entre deux cultures, qui font une petite largeur, mais une grande longueur. Le but, c'est de vraiment créer de la biodiversité entre les cultures et de pouvoir apporter entre chaque culture un mélange de fleurs, de graminées différentes que ce que l'on trouve dans les cultures. Là, c'est le garde-manger et là, c'est la planque. C'est le garde-manger et la planque pendant l'hiver, et là, ça peut être aussi la planque pendant l'hiver. Mon rôle, c'est de rentrer en contact avec l'agriculteur, de leur proposer différents types d'aménagements, donc principalement 3 types d'aménagements. Ces bandes intercalaires qui peuvent être annuelles ou biannuelles, des bandes de miscanthus qui ont une durée beaucoup plus importante qu'on ira voir après, et également la plantation de haies. Alors vous pouvez nous choisir une plante et puis vous nous montrer un petit peu quel est son rôle, etc. Celle-là est magnifique par exemple, elle a un rôle particulier ou pas? C'est de la bourrache. Le but des mélanges que l'on fait, c'est qu'on ait des mélanges fleuris et que les fleurs puissent fleurir à différentes périodes de l'année et pouvoir attirer un maximum d'insectes auxiliaires au niveau de ces bandes-là.
L'insecte auxiliaire va avoir un intérêt pour l'agriculteur pour limiter les insectes ravageurs sur leur culture, et les insectes peuvent être également une source de nourriture pour la faune sauvage. On a des tournesols, on a des aménagements également avec de la facélie, on a différentes compositions. En fait, on a travaillé avec une entomologue qui nous a aidé à choisir la composition de nos aménagements pour les rendre vraiment favorables aux insectes auxiliaires. C'est vrai que chez cet agriculteur-là, ça serait plus simple pour lui de faire une seule parcelle de 50-100 hectares que de faire plusieurs petites parcelles entrecoupées de cultures intermédiaires. Mais c'est quelqu'un qui est très sensible à l'environnement, quelqu'un qui est passionné par la biodiversité, et il y retrouve aussi son intérêt de remettre des bandes intercalaires sur ces parcelles. Alors vous parlez de biodiversité, qu'est-ce qu'on risque de trouver là-bas? Donc là, on a du miscanthus et des bandes intercalaires également fleuries avec la même composition que nous venons de voir. On voit aussi les différentes strates. L'importance, Nelly, c'est donc bien d'avoir différentes plantes avec des floraisons différentes, des tailles différentes pour avoir, vous parliez tout à l'heure de biodiversité, pour avoir toutes sortes d'animaux. Qu'est-ce qu'il y a comme faune alors donc, ici? L'important, c'est bien d'avoir des biotopes différents pour avoir une faune différente. Donc on peut avoir ici du grand gibier, principalement du chevreuil, un petit peu de sanglier, mais ce n'est pas forcément l'espèce que l'on souhaite développer le plus. Et après, en petit gibier, on a de la perdrix grise, du faisan commun et du lièvre. Et après, tous les petits passereaux, l'alouette et les petits passereaux que l'on peut rencontrer. Ça va plutôt être dans les champs alors? Oui, donc on est quand même sur un territoire assez ouvert. Donc on accueille plutôt la petite faune sauvage de plaine, donc lièvre, perdrix, faisan. Ça veut dire qu'on a choisi aussi des graminées pour que bien le couvert soit présent? La perdrix grise est un oiseau granivore qui se nourrit exclusivement de graines à l'état adulte. Donc le but, c'est de pouvoir lui offrir une alimentation riche, disponible en quantité suffisante pour pouvoir qu'elle puisse passer l'hiver correctement. Donc ces aménagements vont servir d'abri l'hiver, vont lui servir également d'endroit où elle va pouvoir se nourrir, et au printemps des lieux aussi de nidification. Et l'alouette, c'est la même chose? C'est la même chose pour l'alouette. C'est le même régime alimentaire, perdrix et alouette? C'est également un oiseau granivore, et tous ces aménagements-là sont très riches en graines, on peut le voir devant nous, et donc l'alouette va venir se nourrir dans ces aménagements-là. Merci Nelly pour toutes ces explications précises. Pour ma part, je vais voir si le miscanthus permet aussi d'abriter les journalistes. En tous les cas, on espère beaucoup vous avoir appris plein de trucs dans cette émission. On remercie aussi Boris Nicolas de l'avoir tourné et réalisé. Allez, on va voir si ça fonctionne. Ouh là là, c'est dense là quand même, hein. Passion Nature, avec la Fédération régionale des chasseurs des Hauts-de-France.